Alors, si tu écoutes cette émission ce matin-là et que tu es timide de base, j'ai une très bonne nouvelle pour toi, c'est de savoir que, en général, les timides sont des personnes qui aiment communiquer. Et au-delà de cela également, les timides, quand ils sortent de leur timidité, deviennent en général des grands communicants. Et quand on observe très bien le monde entier, les meilleurs, les plus grands orateurs du monde, de base, étaient timides. Donc, quelque part, c'est pour dire à cette personne timide-là que quand elle sortira de cette timidité-là, elle aura la possibilité d'exprimer ou d'affirmer son habileté communicationnelle qui regorge déjà et qui, à mon avis, peut lui permettre de pouvoir arriver à un certain niveau de communication. Et vu que le problème du timide, particulièrement, c'est le fait de s'affirmer, c'est le fait de s'exprimer, c'est le fait de communiquer. Et tu sais, FC, je vais te dire un truc ce matin, dans le mot communiquer, il y a deux choses. Communiquer, c'est comme et niquer. Cependant, il faut que les gens changent de regard et d'observation par rapport au mot niquer. Niquer vient de ce qu'on appelle Niki. Niki, c'est la déesse de la victoire. D'accord. D'accord? Donc, quand on dit communiquer, comme, c'est avec. Et niquer, c'est la déesse de la victoire. Donc, communiquer, c'est quelque part partager, c'est célébrer. Une victoire. Une victoire, c'est célébrer une information, donc partager quelque chose. Donc le fait de partager, c'est ça de base communiquer. Mais en réalité, le problème auquel est confronté les personnes timides, c'est qu'ils font une forme d'anticipation de leur réalité. C'est qu'ils anticipent la honte. Ils ont d'abord honte, ils ressentent un sentiment de honte bien avant de pouvoir s'exprimer, bien avant de pouvoir communiquer, et c'est justement ce qui les freine dans leur élan. C'est pourquoi on dira qu'il se tient un discours interne toxique, limitant, qui le tire vers le bas et qui lui permet de se raconter des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec la réalité, une mauvaise interprétation des choses, finalement, qui le paralyse, qui le bloque, qui le maintiennent dans l'inaction. C'est cela le timide. Mais en réalité, la timidité, souvent, il faut que les gens comprennent et arrêtent même de le dire. Selon les études scientifiques qui existent, quand on parle de timidité, souvent, on dit que dans la timidité, il y a une légère forme génétique, en fait. D'accord? Donc c'est très très léger ce qui se retrouve là-dedans. Par contre, ça prend beaucoup plus sa source de l'éducation. La timidité est fortement influencée ou impactée, si on peut le dire ainsi, de notre éducation, de la façon dont on a été éduqué à la maison. Vous savez, ce qu'il faut éviter, c'est l'humiliation. Parce qu'en fait, quand tu l'humilies, finalement derrière, il sent un sentiment de honte et de frustration derrière. Et donc, c'est ce qui le bloque. Et donc, à la maison, par exemple, au sein d'une famille, quand tu as envie de parler, on te dit, ne parle pas. Quand les grands sont là, les grands frères sont là, tu ne parles pas, tu te tais. Et on te dit, quand tu parles, tu ne regardes pas ton supérieur dans les yeux. Et finalement, quand on t'a dit ça, et la façon dont on le dit, on t'humilie en le disant. Et ça sera devant plusieurs personnes et on te le dira. Et l'émotion qui accompagne ça, la façon dont on va te le dire, le regard que les autres vont porter sur toi, finalement, ça va te mettre dans un sentiment de honte. Et c'est ce sentiment de honte-là qui t'empêche de pouvoir faire des choses. Et voici ce qui se passe en exemple concret. Je me retrouve donc, on me dit à la maison une fois, on te fait honnir sur un certain nombre de faits. Tu veux parler, on te dit, ah tu sais toi, tu es comme ça, tu n'es pas intelligent, tu dis ça. On te dit des choses comme ça, donc on te fait honnir. Et je le répétais, et ça c'est comme ça le cerveau fonctionne. Et, souvent, quand tu répètes la même chose 3 fois, il y a un pattern qui se crée. Et les patterns, c'est des schémas de pensée en fait. Une première fois, quand le cerveau humain est en contact avec l'information la première fois, ça attire, ça interpelle le cerveau. La deuxième fois, le cerveau l'accepte. La troisième fois, le cerveau l'intègre. Et à partir de la troisième fois, ça devient un pattern. Et un pattern, c'est un schéma de pensée qui se crée. D'accord? Donc, il y a une nouvelle connexion neuronale qui va se créer dans notre cerveau qui aura pour objectif, justement, de nous rappeler ça, de nous faire vivre ça, de répéter ça chez nous. Et donc, finalement, quelqu'un qui va se retrouver devant une prise de parole, quelqu'un qui va se retrouver pour être dans un environnement inconfortable, dans sa zone d'inconfort, tout de suite va commencer à se rappeler des choses. Parce qu'en fait, il y a notre système amygdalien qui est là, qui fonctionne comment? Lui, son objectif, c'est d'aller chercher dans notre cerveau
tout ce qu'il y aura comme souvenir, tout ce qu'il y aura comme, élément expérience qu'on a pu, exactement, qu'on a pu vivre par rapport à une situation donnée, lui, il nous rappelle ça. Parce que quand on est devant, on se posera foncièrement deux questions. La première question, on se dira, par rapport à la situation donnée, est-ce que j'ai déjà été confronté à cette situation-là? Si oui, j'ai été confronté à ça, quel a été le résultat? Pour moi, ça n'a pas marché à cette époque-là. Je pense également que ça ne va pas marcher pour la foi dans laquelle je suis. Parce que tout simplement, le système amygdalien, c'est ça son rôle, de nous permettre de revenir sur ces schémas, sur ces scénarios de vie, en fait, à travers ces différents schémas de pensée. Donc, c'est comme cela ça se passe. C'est comme cela ça se passe pour quelqu'un qui est dans la timidité. Alors, moi, la grosse question que je me pose, comment sortir justement de cette timidité? Quelles sont les astuces pour sortir de cette timidité? Et pour sortir de cette timidité-là, voici, c'est simple. Il faut changer tout simplement son discours interne. Il faut changer son regard. Il faut changer sa perception des choses, la façon dont on interprète les choses. Et c'est pourquoi, en fait, quelqu'un qui a une forme de timidité, en général, c'est quelqu'un qui a des peurs. Il a la peur du regard des autres, il a la peur de la critique, il a la peur du jugement, il a la peur de la condamnation, il a la peur de ne pas être à la hauteur, il a la peur de ne pas être performant, il a la peur du manque, il a la peur d'être humilié, il a la peur de ne pas avoir honte. Aussi. Exactement. Et donc, face à tout cela... Peut-être parfois qu'il est simplement humble. En fait, tu sais ce qui crée ça? C'est justement, facilement, il se met dans un sentiment de comparaison. C'est-à-dire que lui, il a envie de s'asseoir à l'antenne parler. Quand il vient parler, il veut avoir le même niveau d'aisance que Mohamed Ali. Exactement. Et ce qu'il ignore, ça fait à peu près pratiquement 10 ans, une décennie que Mohamed Ali fait ça. D'accord? Ça fait qu'il a tellement fait que c'est dans sa zone de confort. C'est-à-dire que c'est devenu une habitude de vie pour lui. Donc, quelqu'un qui sera à sa première expérience dans une telle situation se met la pression parce qu'il a envie d'être à l'aise au même titre que Mohamed Ali, pendant que Mohamed Ali a fait ça 200, 300, 500 fois, et lui, il n'est qu'à sa 10e ou 20e fois. Donc, c'est normal qu'il n'ait pas ça. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir sortir de ça. Je ne suis pas Mohamed Ali, et ce n'est pas parce que Mohamed Ali le réussit aujourd'hui que forcément je dois le réussir. Si je dois me comparer à Mohamed Ali dans une telle logique-là, il faut que je me dise, quand Mohamed Ali était à sa 2e fois ou sa 5e fois comme moi aujourd'hui, comment il était. Et là, ça me permet de pouvoir diminuer la pression et de me dire que justement, si je continue à travailler comme l'a fait Mohamed Ali, il y a de fortes chances qu'avec la répétition, l'entraînement et la répétition, que je puisse y arriver. Donc, l'une des techniques, justement, c'est l'entraînement et la répétition. Mais avant d'arriver là, on a dit ici, et je le répète encore une fois, que derrière chaque peur se cache une croyance limitante. Donc, dès le moment où on a identifié que c'est des peurs, la peur de la honte, par exemple, de ne pas qu'on la fasse unir la personne, la peur de ressentir justement cette humiliation-là. Donc finalement, c'est cette peur-là que tu identifies qui lui bloque là, qui lui permet de se maintenir là, au regard de l'éducation et donc de l'influence de son environnement. Ça l'a mis dans une case. Et donc finalement, derrière, pour sortir de là, derrière, tu cherches à chercher à savoir, c'est qu'est-ce qu'il se dit, qu'est-ce qu'il se raconte à lui-même qui déclenche la peur-là. Et derrière cette affirmation-là, cette chose qui se répète, cette phrase qui se répète là, qui lui met dans ce sentiment-là, qui va s'extérioriser dans l'inaction à travers cette peur-là, justement, c'est d'identifier cette affirmation qui représente une croyance limitante. Maintenant, c'est de changer cette croyance limitante-là en une croyance ressource pour lui, pour permettre justement à cette personne de sortir de cette timidité-là. Et donc, il sera question, en changeant cette affirmation, il n'est pas question de dire « je suis timide », je ne suis plus timide. Ça ne marchera alors là, pas du tout. C'est souvent des choses qu'on a souvent beaucoup dit aux gens, mais c'est des choses qui ne marchent pas. Pour que ça marche, il faut que dans la nouvelle phrase, il faut éviter que le contraire soit là. Je ne suis pas timide, je suis timide. Il ne faut pas que ça, il faut changer ça. La seconde chose, dans la nouvelle affirmation, dans la nouvelle phrase que tu dois ressortir, il faut qu'il y ait un verbe de progression dedans. 2, il faut qu'il y ait une expression de temporalité là-dedans. Troisième chose, il faut qu'il y ait une expression également de progression là-dedans. Troisième chose, il faut que dans la phrase également, qu'il y ait de l'émotion là-dedans qui te permet de te sentir bien, de se sentir galvanisé avec l'envie de pouvoir réussir ces choses-là. Quand tu as construit la phrase autour de tout cela, mais avant de la construire, il faut évaluer cette affirmation-là.
Sur une échelle de 1 à 10, tu te donnes quelle note par rapport à ça? Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu donnes une note, le cerveau maîtrise finalement la difficulté, la douleur qui est là. C'est pourquoi quand tu vas voir le médecin aussi, il a envie de jauger, de mesurer. Tu as mal à quel niveau? Ça te fait très mal? C'est un peu mal? C'est etc. Donc il touche ça parce que quand le cerveau, quand c'est mesuré là, ça permet au cerveau de pouvoir le prendre et le maîtriser. Donc quand tu as changé cette affirmation-là, l'une des premières choses à faire, derrière maintenant, ce qu'il faut faire, il faut changer ce schéma de pensée-là. Il faut créer un nouveau pattern. Il faut casser ces connexions neuronales qui te conduisent à ça pour créer un nouveau chemin neuronal. Et comment tu fais? C'est simple. C'est-à-dire que quand tu répètes la première fois, quand tu répètes la deuxième fois, quand tu répètes la troisième fois, c'est ce qu'on fait chez nous à l'INA, à l'Institut des neurosciences appliquées, où on te parle, tu vas faire la marelle des croyances. Parce qu'en fait, en montant la marelle une première fois, une seconde fois, une troisième fois, avec la technique qui est là, qui met le doute dans la tête du cerveau. Je suis intimement persuadé que je m'appelle FC. Je pense vrai que ce week-end-là, je vais me déplacer dans une ville de la Guinée. D'accord? Et il est possible que les ondes des médias, qu'on lève la restriction sur le brouillage des ondes des médias. Et qu'on nous rembourse. Exactement, et qu'on nous rembourse. Et derrière, donc, je pense faux que... Tu vois, tu commences à dire que tu penses vrai que sur des choses que tu penses vrai, et après, tu commences à mettre le doute dans la même chose, et finalement, tu reviens encore à ressortir là-dedans. Maintenant, je sais que... Et finalement, tu reviens. Donc, au début, tu as fait la montée une fois, 2 fois, 3 fois, mais à chaque fois, tu viens, tu dis des choses. Au début, le cerveau pense que oui, c'est bon pour moi. Et puis après, subitement, tu dis le contraire. Le cerveau est mélangé. Mais qu'est-ce qui est vrai? Je prends quoi? Je laisse quoi? Et maintenant, tu ne termines pas. Maintenant, je sais que... Et finalement, le cerveau s'est brouillé dedans. Il y a une forme de masse. Et finalement, il attrape ça. Maintenant, je sais qu'il va s'accrocher à ça. Laisse-moi, ne reviens pas sur une autre chose. Et finalement, tu peux réussir, en fait. Être timide, c'est un défaut? Comment? Être timide, est-ce un défaut? C'est pour elle, hein, la question. C'est une question très pertinente. En fait, ça peut être un défaut parce que ça te bloque, ça te paralyse. Ça peut également t'aider à certains niveaux d'avoir le temps pour soi-même, le repli sur soi-même, parce que des fois aussi, la solitude aussi, des fois, a une certaine forme d'importance. Donc, si ça te limite dans tes actions, et le plus souvent c'est le cas, alors en ce moment-là, c'est un défaut pour toi. D'accord.